Alors, nous allons commencer cette séance, hein. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir, hein, d'accueillir Dakota Root, ou plutôt le docteur Dakota Root, on dit le docteur ou la docteur pour toi? Je La suis dans l'école docteur alors. Dakota Root, c'est vrai. Alors, donc, comme je viens de le dire, Dakota est docteur de l'université PSL pour un doctorat préparé à l'École normale supérieure. À l'issue de ce parcours académique que je vais, rappeler, brièvement, elle nous a rejoints dans la chaire et aujourd'hui particulièrement, donc l'objet de ce séminaire, en plus de cette, disons de cette, occasion de recherche, c'est l'occasion de l'accueillir, dignement parmi nous. Alors je suis très heureux de voir que presque tous les membres, disons, les plus actifs de la chaire, sont, aujourd'hui présents, hein, pour cet accueil de Dakota. Le doctorat de Dakota, donc que je viens d'évoquer, portait sur, je cite, c'est le titre de la thèse: «La reconfiguration numérique du soi, une analyse phénoménologique du mouvement, de la médiation et du sens dans les relations entre l'homme et le numérique». Alors cette chaire, ce sujet, a été, développé dans le contexte de la chaire géopolitique du risque, hein, dirigée par notre collègue Peter Burgess, et le travail était soutenu en 2022. Le jury, rappelle Peter Burgess, a souligné la rigueur et l'originalité du propos. Alors, bien entendu, le travail que nous allons, disons, regarder aujourd'hui, d'abord écouter, ensuite discuter ensemble, s'inspire, probablement largement de cette thèse. Il n'en demeure pas moins que, cette partie de la thèse que nous allons, examiner ensemble grâce, à Dakota, en fait, fait l'objet je le souligne tout de suite, d'un article, qui a été publié dans l'excellente revue Techne, Research in Philosophy and Technology, donc volume 26, troisième série de 2022. Ce travail, à mon avis, d'abord écrit, mérite, un approfondissement oral. C'est ce que nous allons aujourd'hui, faire. Il y a des tas de points qui sont, pour l'avoir lu, donc je peux dire, des tas de points qui sont intéressants. Alors, je voudrais quand même, avant de lui donner la parole, évoquer le reste du parcours de Dakota, parce qu'il n'est pas sans intérêt pour nous. Et je pense que ce parcours, par lui-même, explique, donne des raisons, pour comprendre, la présence de Dakota parmi nous dans la chaire, sur ce contrat postdoctoral pour, une année. En effet, avant, le travail de thèse et la soutenance de thèse à l'École normale supérieure, Dakota Root a, suivi un master de sciences politiques et de philosophie à l'université de Hambourg, en Allemagne, où elle a travaillé sur la cryptographie, avec un sujet sur le compromis entre la vie privée et la sécurité, à propos des questions de cryptographie. Auparavant, Dakota a obtenu un Bachelor of Arts à l'université de Harvard, avec un thème, de travail, intitulé métaphoriquement «L'œil qui voit tout», et qui traitait de la surveillance, des personnes, hein, par l'agence de la NSA. Alors vous voyez donc, réalité augmentée, surveillance, par les agences de renseignement, cryptographie, compromis vie privée sécurité. Je pense qu'on peut dire que le travail de Dakota Root, depuis un certain temps, depuis même ses années de formation, concerne la relation entre les technologies et la vie quotidienne, concerne plus précisément l'accompagnement, par les technologies de cette vie quotidienne, ce qui, donne à penser sur la présence invisible, mais aussi sur les effets réels, des artefacts qui ont un véritable pouvoir. Alors, dans la diversité même, hein, de ces thèmes, en fait, ce pouvoir des artefacts, évidemment, interpelle, interroge, les membres de la chaire éthique et intelligence artificielle, d'ailleurs à commencer par moi-même, puisque, en tant que philosophe politique, c'est tout à fait important pour moi. Et cela en vue, je le souligne aussi, de ce qu'on peut appeler la vie, ou une vie qui se définirait comme digne et heureuse, hein, ou digne ou bonne. Et donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le sujet, davantage centré sur des questions de perception, de réalité augmentée,
me semble aussi explorer quand même, selon une autre modalité, l'activité humaine en tant qu'elle est assistée, voire augmentée. Alors, je ne vais pas, disons, développer davantage. Je vais donner la parole à Dakota. Je voudrais simplement dire que nous ne sommes, comme vous le savez, pas moins de 3 pour recevoir cette conférence, hein, et interpréter ses propos, discuter. Alors, avec les participants, mais plus précisément, parmi nous, Sédic Ben Laksira, qui est chercheur postdoctorant, qui est à mes côtés, chercheur postdoctorant, chercheur doctorant, pardon. Je suis pressé de te faire avoir ta thèse. Ouais. Peut-être plus tard. Chercheur doctorant dans la chaire éthique et IA, sur les questions donc de jeux vidéo, d'interaction entre l'IA et le gaming, et plus particulièrement la question du genre, dans l'éthique du genre, dans ces domaines. Donc voilà, Cédric interviendra plutôt sous cet angle de vue. La professeure Fabienne Martin-Juchat, elle-même membre importante de la chaire éthique et intelligence artificielle, qui est en sciences de l'information et de la communication et en anthropologie des émotions et des affects. Donc, une éminente spécialiste du corps et du mouvement. Donc voilà. Et puis moi-même, j'essaierai d'apporter ma contribution avec vous tous, hein, et vous toutes, à propos du sens de l'expérience humaine dans la réalité virtuelle, à savoir la relation assez mystérieuse pour moi, et pour beaucoup de gens, entre humain et artefact, au sein d'une vie sensée, ce qui, comme je le dirai tout à l'heure, a des effets assez considérables sur, non pas seulement sur l'expérience elle-même, hein, la relation aux artefacts, mais sur la philosophie de la technologie. Dakota, en te remerciant une nouvelle fois, je te passe la parole. Merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Ok, super. Ok, merci pour être venu aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici pour travailler avec les chaires éthique et IA. Et je suis heureuse de donner ce séminaire sur la réalité virtuelle. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant et je pense avec Fabienne, Sédic et Thierry, on va avoir une discussion vraiment intéressante à la fin. Comme Thierry a dit, merci pour cette introduction. Je suis américaine. Alors, avec Thierry, on a dit c'est peut-être mieux pour moi de donner ce séminaire en anglais et après ouvrir pour les questions. On peut tous parler en français pour les questions. Et si vous avez des questions pendantes le séminaire, on peut lever les mains et demander est-ce que vous pouvez répéter ça en français, expliquer un concept. Alors, l'accent américain, pas trop américain. Je vais parler en anglais, mais lentement. Et vous pouvez toujours demander, on a besoin d'expliquer quelque chose en français. Alors, let's get started. So today I'm going to be talking about virtual reality. I'm going to begin with the questions that inspired the research, define virtual reality, so we all have a foundation to work with. I'll distinguish between video games that are in virtual reality environments, so it's the environment that you play of the virtual reality, or non-VR video games that take place in virtual worlds. Then we'll shift focus to discuss Merleau-Ponty and embodiment. So in this seminar, I'm going to provide a phenomenological perspective on virtual reality. So we'll need this phenomenological perspective from Merleau-Ponty. Then I'll try to use Merleau-Ponty to provide what I think are explanations for presence and realism in virtual reality before discussing previous work on virtual reality and some virtual reality limits. So today I'm presenting the work I did for an article called A Merleau-Pontian Account of Embodied Coping in Virtual Reality. I wrote this article because previous research discussed the body and virtuality. But my focus would be on virtual reality, and I'm going to discuss why there's a difference between just talking about virtuality and virtual reality.
So I wanted to describe how the body actually structures virtual reality experience. And finally, provide a phenomenological explanation for two concepts, presence and realism. I'll define those concepts later in the seminar. Before I discuss the article, I want to ask, who has actually done a virtual reality experience? Who has tried virtual reality? Est-ce que vous avez déjà fait une expérience dans la réalité virtuelle? Oui? Ok. Je pense que c'est important parce que when we do a virtual reality experience, it really changes our perspective on what a game can be or what an experience of virtuality can be. Now here on the screen, I'm not sure if you are familiar with this virtual reality experience. It's called Ritchie's Planck experience. I became interested in virtual reality when I saw basically funny videos of people having this Planck experience. And why is it funny? Well, it's funny because it's not actually happening. And yet when people get into a virtual reality elevator, they ride the virtual reality elevator to the top of a building. And then they look at the plank that goes over a virtual reality city. They're often way too scared to do it. So even though they know that they're in a virtual reality experience, logically they know there's no building, there's no plank, they still experience fear and panic, the sensation that it is happening, that it is real, and the illusion of presence in the virtual reality environment. So they have the illusion that they are there. And so as a philosopher, I immediately thought, how do we explain this phenomenologically? What explanation can we give for the fear, the panic, the sensation that it's real, and the illusion of presence? So the questions I have are, how can we feel there in the virtual reality body to the extent that there is an illusion of bodily ownership? How can we be present there in the virtual reality environment, that's the VRE, if we are living in the physical world? So those are the questions I'm going to provide answers to, at least the answers I think are good answers today, and then we'll discuss and see if we think they are good answers. So let's define virtual reality. It's a computer-generated display of realistic visual and auditory sensations. Again, this is just a basic definition. And it's characterized by interactivity, so we can engage directly with the VRE, the virtual reality environment. It's responsive. The VRE adapts to our action, and it's immersive. What do I mean by immersive? It means that the simulation blocks out the physical world to at least some degree, and at least to some degree, it should accommodate multisensory perception. So as an example, let's say that we're playing football in a virtual reality game. It should be interactive, so I should be able to engage with the other characters in the virtual reality game and the virtual reality ball. It should be responsive, so if I kick the VR ball, it should go towards the VR goal, if I've done a good job. And it should be immersive, so I should really feel like I'm there in the game. Oh, and it allows for navigation, that's important. So I can actually move around in the virtual reality environment. All right, so when virtual reality works, you have a subjective sense of presence. And this just means that users really feel there in the virtual reality environment. And the virtual reality environment feels similar to the physical world. So you have a subjective evaluation that it's happening. And the objective dimension is the behavior of users in the virtual reality environment is more or less normal in relation to expected behavior in similar situations in the physical world. So if I'm playing football in the virtual reality environment, my behavior should be like if I'm playing football in the physical world. A good virtual reality experience is also characterized by realism. So the experience of the simulated environment should correspond to a similar experience we have without the technology. When we're in a virtual reality environment, the gear transfers first-person perspective into the virtual reality environment. So we have a head-mounted display, that's probably goggles, maybe headphones, controllers,
The controllers are going to transfer our movement into the virtual reality experience, and we may even have a haptic suit, which can provide sensations of, for example, pressure, heat, or cold, which make the situation feel more realistic. What are some examples of VR? Well, obviously gaming. We're all familiar with the possibility of using virtual reality for games, but increasingly it's also being used for situational training. So the US military, for example, is deploying VR to train on potential conflicts. Emergency preparation, you can train people to respond to terrorist attacks or weather incidents. Increasingly medical treatments. So it's being used to distract patients from pain when they have burn injuries. Exposure therapy in the treatment of phobias. So for example, Richie's plank experience is a really interesting way of letting people who are afraid of heights test their fear. It can improve body size estimation for patients with eating disorders. In studies, we've seen cognitive function improvements for individuals who've suffered head injuries. And finally, surgeons, if they're going to do a delicate operation, they've had virtual reality exercises to train. Now, I want to talk about virtuality in general here and what's unique about virtuality, and then we'll distinguish between virtual worlds and virtual reality environments. So Espen Aarseth, a philosopher of video games, has a really interesting point that the door in a virtual game or VR experience is usable. What does that mean compared to other objects? Well, what Espen is pointing out is that if we're reading a book or watching a film, for example, Smaug the Dragon and the Hobbit, Smaug isn't changing when based on our interaction or responding to us. There's no adaptation there. Whereas when we're interacting with Smaug while playing the Hobbit video game, there's a level of interaction. And he says that this is really important for understanding virtual objects. So the door, we can actually go through it in a virtual experience. All right, let's distinguish between virtual reality environments and virtual worlds, because this is important. I said one of the reasons I wrote this article was because there wasn't, in phenomenological literature and philosophical literature more general, I didn't find a lot of differentiation between virtual reality and virtual worlds. So what happens when you're playing a non-VR video game? So you have a virtual world, and I've used this photo because if you've ever played with a virtual world, you have kind of like virtual reality, you have some controller to input actions. So you have controllers or a keyboard, and you have a screen of some kind. The input leads to change. And then what's key is that the first person perspective remains in the body outside of the game. So phenomenologists have said that virtual worlds are on screen and at a distance. So there's a discontinuity of the action that we do and the response. When we're playing a virtual reality game or in a virtual reality experience, for example, Asgard's Wrath, movement and first-person perspective are transferred into the virtual reality environment. So this is really important for understanding the points that I'm going to make later. So the head-mounted display, because our visual and auditory perception, ideally both, but at least the visual perception are in the virtual reality environment, the hand controllers transfer our movement into the experience. For example, if I punch with the controller, that punch will appear in the experience. And I may even have a sensation of temperature or pressure with the haptic suit. It means that I'm perceiving in the virtual reality environment. So my perspective lives the game. Moving and feeling happen here in the physical environment, but we see it happening there. I'm going to repeat that because it's really important. So my perceiving happens here in the physical world, in my physical body, but I perceive
my engagement happening in the virtual reality environment. And ideally, our physical movements generate the anticipated results. Of course, like in any technological experience, there's often transparency problems and bugs. But ideally, when I kick or punch in my physical body, it shows up like a kick or a punch or a push or a pull in the virtual reality environment. Let's shift focus to talk about Merleau-Ponty and embodiment. So we're going to lay the foundations for having a phenomenological understanding and then describe why it's important. So Merleau-Ponty, he describes the lived body, the corps vécu, which is the perceiving and animated body. For Merleau-Ponty, when we talk about an arm, we talk about the arm with a living function, the perceiving and moving arm, that we experience unlike any object. So I am my body, I am this arm. The body provides a point of view, the first coordinates, my spatial coordinates, and bodily space. So the space of my body is the space where I can act. Merleau-Ponty says that consciousness is an I can, a je peux, and the body is a certain power for encountering things. So this argument is valuable because he expresses our relation to the body through movement and action, a way of encountering the world through what we can do there. So interaction between the body and the world actually forms a system where the surrounding environment is what Merleau-Ponty calls a landscape of our action. And he argues that the object or situation awakens a virtual movement in the body. So we see the world in terms of what we can do here. And I like the same example that he uses, which is a football field. When we're playing football, how this works is that the field will guide our action. Certain openings call for a movement. The way the players are on the field will encourage us to move in certain ways. And we have certain practical intentions relative to the field. So the goal, for example. Now, Merleau-Ponty, for Merleau-Ponty, our interaction with objects is very important because for Merleau-Ponty and for other phenomenologists, our sense of perception, bodily perception, doesn't necessarily have to end at the boundaries of the body. So he describes how for the blind man with a cane, he is going to use the cane to access the environment. So the object will disclose new skills. He'll have new abilities. It provides new action possibilities. We say in English affordances from Gibson's work. So we have new ways of moving, and when we see a chair, we see that it affords sitting. So just as if you have a new object, it will afford new activities. And the tool becomes an extension of movement. So I think a really good example to explain this is BMX biking. I don't know how, something, I'm not sure what it would be called in French actually, but when you use a bike to do tricks in a city, when you and I walk down a set of stairs and we see the railing, we maybe see something to hold on to, but once you develop your skills to do BMX biking, you might see something that you could ride down or flip over. So Merleau-Ponty really points out how the objects change our relation to the world by disclosing not only new ways of, new skills for ourselves, but just new meanings for the object. Now, Herbert Dreyfus takes Merleau-Ponty's work, as well as Heidegger's work, and he says, what this really is coping. It's skillful, absorbed action in response to the immediate world, awareness directed towards the ongoing situation in the world, where past experience informs present action. And we go in stages from beginner to expert. So when we first get our BMX bike, we're probably falling a lot, but we slowly start to jump over stairs, maybe to ride along a ridge, and we get better and better until we can actually have an expert's grasp of the situation, where even to see a set of stairs is to see all the possible actions we could do with it.
And this is based, like I said, on Merleau-Ponty's embodiment concept and Heidegger's work on the ready to hand. So now that we have our foundation in both understanding what VR is and what it does, and some of the understandings from phenomenology on the body's relation with the world, I'm going to make a few claims, which are the claims I make in my paper about understanding virtual reality. Well, we can understand VR as a coping experience. It's interactive, it adapts to our action, and it affords action possibilities. So we interact directly with the situations and objects of the VRE. The VR hardware withdraws into the background. We see through the technology. And that means that the VRE becomes the world of our engagement. So we perceive the virtual reality environment as soliciting our actions. We address our movements to the virtual reality situation. Our physical movements generate the anticipated results in the VRE. Our body is responding to the virtual reality environment rather than the physical world. Okay, so that claim is going to be important for understanding presence in realism. So why would we have a sense of subjective presence? Well, when the proprioceptive matching, so when the sense of the body acting in the physical world fits what we see the avatar doing, so the physical movements we feel are what we perceive ourselves as doing in the virtual reality, then we'll have a subjective sense of presence. And the objective sense of presence comes when the VRE solicits engagement and is responsive to user actions. So we move, because it seems like a real football game, we move how we would in the physical environment. So why realism? Well, when there is correspondence between the virtual reality environment and what would happen under similar circumstances in the physical world, then there is increased realism. So those are the arguments that I've made to provide a phenomenological perspective on presence in realism. And I think it's important because in the phenomenological literature, there's a lot of arguments that take a very negative viewpoint on virtuality in general. Again, they haven't distinguished between virtual worlds and virtual reality environment. But for example, Thomas Fuchs and Christoph Dirt, they say that we're distracted from our body when we're doing virtual reality, when we're having a virtual reality experience. So they say the resistive body of flesh and blood is suppressed. The virtual reality experience removes the user from her corporal existence. It's a really interesting argument. So is our experience of the body in virtual reality characterized by distraction and passivity? Well, funny enough, I did point out that people use virtual reality to distract people from pain, for example. So when burn patients are undergoing, burn patients have to have treatments, water treatments that take the burned skin off them, and it's incredibly painful. And virtual reality has turned out to be one of the most effective methods to distract people from their pain. So that's why Hoffman says it's a uniquely effective form of distraction, but certain types of distractive tasks may be more effective than others. And for example, we have another visitor. For example, virtual reality. Virtual reality is not the only form of distraction that we may have. We might have people come into the room and distract us, for example. So in phenomenology, we see that, for example, books, TV, music, and films can also be forms of distraction. In fact, Vivian Sobchak says that when we watch a film, the visual consumption involves the body because we're having a perceptual experience, and the eyes give meaning, a physical meaning, to what they see. So VR isn't the only form of distraction that we can have, but it is true, and I would agree to a certain extent it does distract us, but it's not that we no longer notice that we have a body, because the body is what structures the experience. And if VR wasn't good at structuring experience through the body, if we didn't have a bodily experience, then it wouldn't be a training ground for doctors or soldiers. So there is a kind of distraction here from the physical world, but we're not actually experiencing a passive body because our body is involved in making the experience feel real. All right, what about the problem of world disconnection? Again, Dirt and Fuchs point out problems, well, for example, that virtual reality may
circumvent the experience of resistance. So maybe that will have less tangibility, less texture, less emotion, that the virtual world is, virtual reality environment is reduced. And Dirt says it makes us consumers of fictional worlds. So do we have a problem of world disconnection? Well, I argue that we're no longer involved in the physical world in the same way. It's not that there is world disconnection going on, because instead of experiencing the physical world as the world of our engagement, we experience the virtual reality environment as the world of our engagement. So what I wanted to do was take previous criticisms of virtuality and give them a new understanding, a new meaning. So we still inhabit our physical world when this is happening, which is why we can talk about some limits of VR. Well, the first big broad category is transparency. So tangibility, is there or isn't there substantiality? Well, for those of you who've done virtual reality before, maybe you know that there is some development on the possibility of having pressure or texture with virtual reality, but for the most part, most virtual reality experiences still don't have this kind of weight and pressure that you would experience in the physical world. In fact, none have the type of weight, pressure, texture that we would experience in the physical world. What about the spatial restrictions? Well, as much as people may have hypothetical theories about endless fields or treadmills, for the moment, we're stuck inside the game plot, as this video really well illustrates. Oh, it stopped. Well, technical difficulties again, but in the video, she hits the wall. So she's in the middle of her experience and she runs out of literal space because at the end of the day, she's still in the physical world. Well, there's another transparency problem. We do compare the virtual reality experience to what's real. And Dawn Ida says that our virtual reality experience will be reduced in comparison to what we can experience in reality. Finally, gear is a transparency problem. It may be too tight, it may be bulky or heavy, so we may notice it, and that reminds us that it's a virtual reality experience. Also, no gear, no illusion. As soon as we take it off or it breaks or falls, the whole experience is gone. So in a sense, our embodiment clarifies those constraints. What about risk? So consequences are really important to our sense of reality. And Dawn Ida and Herbert Dreyfus both talk about risk. So in this video, there's a woman having a roller coaster experience, and she's actually falling over in the physical world. But the only risks that she incurs are in the physical world. If she falls over, obviously she's going to be scared because her roller coaster is falling over. But what the actual consequences would be that she could hit the floor in the physical world. Possibility of exit. So if you're in a scary experience in virtual reality environment, you can leave. The game ends, you remove the gear, the hardware bugs. We don't have that possibility in our physical world. Finally, meaningfulness of reality. So for those who are right now afraid that virtual reality could come to replace or substitute our physical world, at the end of the day, Nozick has a chapter in one of his books called Meaning Machines. And he asks if we had the opportunity to plug into a machine that could simulate whatever experiences we wanted and we would feel as if they were all real, would we do it or should we do it? And he says that there's several problems. The first is that we actually like being the type of people who can become the kind of people we want to become. So it matters to us that we are in a state of becoming better people, stronger people, more athletic people, whatever our goals may be, that we can reach them. And second, he says we like to see results. So it's nice to be the sort of people who can have an objective like, I'd like to run a triathlon, or I'd like to work for a charity that's ending hunger in my city, and see those results. And finally, and most importantly, he says, perhaps what we desire is to live, an active verb, ourselves, in contact with reality, and this machines cannot do for us. So despite a lot of really interesting science fiction and a lot of really fun philosophy about what virtual reality does, there's still a lot of limits. So some conclusions from this article and from the seminar. Well, I've offered a phenomenological account of presence and realism. I've said that embodiment features distinguish virtual reality
and non-virtual reality online and video games, because they transfer first-person perspective and movements into the virtual reality environment. I've argued that when we experience the virtual reality environment as a world of our engagement, we feel there. We perceive the action opportunities of the virtual reality environment as soliciting us. And there are real limits, tangibility, consequences, transparency that prevent VR from being an adequate replacement for reality, even though it's a really interesting opportunity to test ourselves and try new things. So now I'm going to open up the floor to possible questions. Now, I've written some questions in English. For example, could VR become so realistic that it substitutes physical experience? Can we actually cope with virtual objects? Or does VR actually change perception for us? Is there anything new going on in virtual reality that's not going on in film? I've asked if an experience machine existed, should we plug in? Any of those questions are really interesting, but any questions that you may have, I'd be thrilled to hear, or any questions you have about the article or my arguments, I'd be thrilled to hear. And finally, I'll just end on a quote that I really like from perhaps the most famous book about virtual reality that exists, Ready Player One, where the main character Parzival says that I realized as terrifying and painful as reality can be, it's the only place where you can find true happiness because reality is real. I think this is true, but we can also open it up to ask if it is. Thank you so much for your attention, and I'm looking forward to the discussion. Merci beaucoup, Dakota. Donc, beaucoup de choses. Donc, ce que je propose de faire, c'est de laisser les répondants répondre. Hein, donc, d'amener des éléments à partir de ce qui a été dit. On a tous un peu préparé, je crois. Et il y a beaucoup de choses. Donc, on va commencer par le plus jeune, mais pas le moins valeureux, à savoir Cédric. Très bien, merci. Merci beaucoup, Dakota, pour cet exposé extrêmement riche. On ne sait pas par où commencer. Mais avant d'attaquer vraiment, à proprement parler dans le jeu vidéo, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les définitions, plus exactement la définition de ce qu'est la réalité virtuelle. Tu vois, je crois que tu mets 3 principes. En parlant de réalité virtuelle, tu dis qu'il y a un principe d'immersion, de responsive et d'interactivité. Et du coup, est-ce que tu parles de, comment dire, de computing, tu vois, ou de simulation par ordinateur? C'est-à-dire que si c'est que de l'interaction de responsive and immersion, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un film, par exemple? Oui. Un film interactif. C'est-à-dire que dans le sens où on peut trouver des films où on choisit, pendant qu'on visionne le film, le choix du scénario. On nous propose 2 choix, par exemple, et de choisir telle direction dans le scénario, telle autre. Donc, il y a de l'interaction, il y a une sorte de responsive, et il y a de l'immersion, puisqu'on est dans un film. Ouais. Merci pour cette question qui est très importante pour comprendre alors pourquoi la réalité virtuelle, si elle est différente, une forme différente, pourquoi. Quand j'ai parlé de immersion, responsivité et interactivité, j'ai dit ça parce que en fait, ils sont 3 caractéristiques, mais je pense que c'est important de dire aussi que c'est une façon de transférer la perspective personnelle, first person perspective. Ça, c'est vraiment, il y a immersion, responsivité et interactivité, mais avec une perspective first person qui est dans l'expérience. Et je pense que ça, c'est la chose qui est vraiment différente. C'est avec les 3 caractéristiques, mais une perspective où tu penses, je suis là. C'est là que je percevoir. D'accord. Oui, en fait, justement, quand tu visionnes un film interactif, ce que j'appelle un film interactif, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est vraiment très, très peu. Et qu'est-ce qui fait? C'est-à-dire que tu es aussi là. Ouais. Il suffit que tu le regardes, par exemple, le film, supposons que tu le regardes dans un casque VR, Ouais. eh ben, tu es totalement immergé dans le film, tu vois, et c'est interactif. Tu agis sur le film, il y a une forme d'action, tu vois. Et du coup, je ne vois pas de différence entre
T'es pas un personnage de l'histoire. T'es une sorte de narrateur omniscient, tu vois, mais tu agis sur le film. Tu vois ce que je veux dire? Tu agis sur le scénario, plus exactement. T'es une sorte d'acteur, mais d'acteur qui choisit un peu comme certains jeux, tu vois, comme les trois, ou voilà, où tu choisis à chaque fois où va le scénario. Tu vois, Mais c'est pas ça comme peut être une forme de jeu. Mais c'est pas comme ça, on vit notre corps. Et c'est ça qui est différent là-bas, comme tu as dit, dans une histoire de réalité virtuelle, quand il est fait de bon, on a l'expérience que le corps, c'est là, que mon expérience, c'est là. Et je pense que ça, c'est différent parce que avec une film, même si c'est interactive ou responsive, peut-être il y a des problèmes où tu es toujours dehors de l'histoire. Même si tu peux choisir quelque chose, même si tu peux interagir, même si tu peux interagir, c'est pas toi qui est le héros, enfin, le héros. Ouais. ok, d'accord. Et en fait, on est tous le héros dans notre avis, un peu. Peut-être on n'a pas l'expérience d'être héros, mais c'est notre histoire. Au moins, c'est notre histoire. Même si on pense que les autres gens sont les héros, c'est nous qui sont en train de diriger la perspective. Et ça, c'est un peu différent. En Au fait, moins pour moi. je te parle de ça, mais c'était juste par rapport à Chalmers, par exemple, qui met 3 principes de la réalité virtuelle, enfin plusieurs même, mais les 3 principaux qui sont l'immersion, l'interactivité et le fait que ce soit généré par ordinateur, par calcul, tu vois. Voilà. Et le fait que ce soit généré par calcul exclut de fait tous les films. Parce que justement, on pourrait imaginer l'expérience d'un film qui est filmé, tu vois, première personne, first person perspective, et on vit l'histoire du héros. On peut jamais le voir, le héros, par exemple, tu vois. Et dans ce cas-là, il y aurait une différence. Je pense que des films pornographiques en VR doivent être un peu comme ça. Voilà. Oh ben, Anne, t'as des... Je vois que... Et donc voilà, donc le principe vraiment de génération par ordinateur ou de calcul exclut tout ça. Oui, mais quand même, je pense que c'est une pointe intéressante. Peut-être il faut ajouter ces points, mais quand même, je pense il faut ajouter que la perspective first person, c'est le truc qui est vraiment différent là-bas. Parce que même si tu as le point comme immersion, responsivité, interactive et générée par un ordinateur, il faut ajouter, pour moi, les choses qui est différente. Je ne sais pas si lui, il fait, par exemple, Reality Plus, il parle de virtual worlds. Et c'est exactement ça, peut-être generated by computer, génération par ordinateur. C'est une caractéristique de virtual world et aussi réalité virtuelle, mais la perspective first personnelle, c'est une caractéristique de réalité virtuelle pour moi, qui est important. Oui. Du coup, on peut continuer là-dessus. Donc, si on pousse encore plus la chose, où intervient le fictionnalisme dans tout ça? C'est-à-dire, à un moment, je crois que parle de fiction, de différence entre fiction, je ne me rappelle plus. En gros, comme si, enfin, pour moi, les jeux vidéo relèvent tous de la fiction. C'est-à-dire qu'on peut réduire le virtuel dans la fiction, dans le fictionnalisme. Et tout ce qui est exclu du fictionnalisme, justement, c'est la réalité virtuelle qui ne suit pas un récit ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je suis en train de dire, si j'ai bien compris, tu as dit on ne peut pas réduire la réalité virtuelle à... Pour moi, si la réalité virtuelle concerne les jeux vidéo, elle est réductible dans le fictionnalisme. Ok, on peut... Pour moi, je ne vois pas de différence entre le fait de voir un film tu vois, de Star Trek, tu vois, de vivre l'histoire des personnages et de vivre l'histoire d'un personnage dans un jeu vidéo de Star Trek, tu vois. Pour moi, tout est limité par le scénario. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réduction, on est limité par ce que veulent les développeurs. Tu vois. Si le développeur ne veut pas que j'ouvre cette porte, on ne pourra pas l'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pareil. Il y a une sorte d'emprisonnement dans la fiction qui est pareil que ce soit dans un film ou dans un jeu vidéo. C'est ça parce que je peux me déplacer dans ma pièce, que je suis plus libre. Après, dans les vidéos, tu as tout ce qui est qualité émergent aussi, c'est-à-dire que tu as des choses qui apparaissent qui n'étaient pas prévues par les développeurs à la base, en fait, parce qu'ils mettent en place des mécanismes, un moteur physique, qui fait qu'il se passe des choses. Et dans une certaine limite, voilà, ça reste pas.
Dans la réalité aussi. Mais contrairement, mais je veux dire, si tu le, je parle vraiment d'un point de vue. Je pense qu'ouvrir le micro pour les gens qui ne sont pas à distance, hein, quand il y a Ah une ouais. discussion, je sais pas si, À moins que ce soit assez fort, ça. Demande, pose à Non, quelqu'un ça, s'ils c'est entendent pas de trop. la. Je là, Ils entendent les tu peux discussions. reposer ta question. Euh, Ah, tu n'es pas connecté. je suis pas connectée. Voilà, ok. Ouais, enfin, je pense que tout le monde doit se connecter au Zoom. C'est plus Ouais. pratique pour Est-ce que l'échange. les participants à distance entendent les questions quand elles sont lointaines? Difficilement. Après, Il y en a voilà, qui utilisent. difficilement et avec, donc voilà, avec Louis, ouais. d'accord. Ouais. Ok. Mais tu mets juste le micro. Voilà, donc Ambre, veux-tu bien reposer ta question? Et Wi-Fi et. C'était plus une remarque par rapport à l'idée que oui, les limites causées par le fait que l'univers soit programmé justement au départ, mais que justement dans le jeu vidéo, ce qui distingue du film, selon moi justement, c'est la partie gameplay en fait. C'est-à-dire que il y a une interaction et qui peut se produire des choses qui n'étaient pas prévues initialement. C'est-à-dire que les développeurs ils peuvent dire, bah voilà, mettre un obstacle ici pour se dire que la personne va sauter, ce genre de choses, mais dès que tu as des univers un peu plus complexes avec un moteur physique, bah, tu peux avoir des méthodes, par exemple, de résolution d'un problème, tout ça, qui n'étaient pas prévues à la base, en fait, justement. Donc voilà, c'était juste... Oui, ouais. Mais comme je te disais, moi, je parle vraiment d'un point de vue définitionnel. D'accord. Est-ce qu'on peut le réduire dans le fictionnalisme et dire que c'est une sorte de fictionnalisme virtuel, peut-être, tu vois, qui autorise une forme de gameplay, ou enfin, qui autorise qu'on se déplace dans l'espace, justement, virtuel. Mais ça reste, c'est régi par un cadre qui est la fiction dans laquelle se déroule tout ça. Si on enlève la fiction, bah, il n'y a plus rien. Ouais. Tu vois. C'est intéressant parce que en fait c'est un peu le même critique que j'ai dit. Il y a une phénoménologue qui a dit en fait dans la réalité virtuelle, dans les expériences de réalité virtuelle, c'est une expérience de monde fictionnel. Et je pense il y a deux façons de voir ça. La première c'est oui, il y a une monde qui est généré par des ordinateurs et en plus qui sont designed. En fait, c'est un monde fictionnel. Et on a des contraintes. On ne peut pas faire tout. On ne peut pas avoir la même expérience qu'on peut avoir dans cette... Par exemple, s'il y a une porte, on ne peut pas fermer. Si on ne peut pas ouvrir une porte dans une réalité virtuelle, peut-être on peut l'ouvrir cette porte dans le monde normal. Mais peut-être on va choisir non, je ne vais pas ouvrir cette porte parce que soit c'est fermé, soit il y a des gens là et c'est impoli. Et il y a des questions, mais tu peux faire des choses dans la vie normale, tu ne peux pas faire. Et il y a des risques qui existent. Il y a tous les limites que j'ai dit. Mais il y a un côté pour le est-ce qu'on peut réduire réalité virtuelle, même le virtual world, même le monde virtuel totalement à fiction. Je sais pas. Juste parce que j'ai lu énormément de sociologie, les gens qui ont fait des études, et il y a des gens qui ont des vraies relations avec des autres personnes. Je pense que si tu joues un jeu avec des autres personnes, si tu as une expérience qui est partagée, il y a une vraie expérience là. C'est bizarre parce que peut-être c'est une vraie expérience de battre avec des sorciers. Et ça, c'est un peu bizarre de réfléchir à est-ce qu'il est une vraie expérience si c'est fictionnel. Mais par exemple, et maintenant je parle de monde virtuel, de virtual world, pas juste réalité virtuelle, mais en fait, il y a des jeux énormes, multiplayer, je sais pas comment dire ça en français, c'est... Des MMORPG. Ouais, exactement. Même en anglais, c'est difficile pour moi de prononcer ça. Il y a beaucoup de lettres. Mais il y a des jeux... Excusez-moi, pour les noms, les profanes, MMORPG, excusez-moi. Multiplayer... Multiplayer. Massive multiplayer. Massive multiplayer online.
RPG. Ah, j'ai oublié, attends. Roleplay. Player games. Le RPG 7 est un remarquable instrument anti-char, hein, je le rappelle, voilà, dans un autre domaine technique. Alors, je conseille, il y a un livre qui s'appelle The Proteus Paradox, How Online Games and Virtual Worlds Change Us and How They Don't. Alors, le argument, c'est pas que, en fait, c'est réel comme notre avis, mais j'ai vraiment le sentiment que regarder un film, c'est différent ça dépend des personnes, mais il y a des gens qui, d'abord, ils passent plus que 20 heures par semaine dans ces jeux. Après, ils jouent avec soit famille, soit des amis. Troisième, il y a des structures de vie. Ils peuvent même dépenser de vrai argent. Ils peuvent gagner des concours, des objectifs pour gagner des niveaux. En plus, j'ai vu, il y a presque des... C'est pas une syndicat, mais il y a des structures comme il y a des groupes qui travaillent ensemble dans des jeux. Et je trouve ça, c'est pas quelque chose qui peut exister que dans la fiction. Et alors, j'ai l'impression que c'est pas que une expérience fictionnelle. Mais quand même, il y a des choses fictionnelles. Ah, attendez. Par rapport à ça, un peu de discipline dans nos échanges. Moi, je pose pas de questions, je Non, rebondis juste. voilà. parce que Mais justement, on va peut-être pas de- rebondir tout de suite encore, parce que Ouais. je pense que Nicolas aussi a plein de trucs à dire. Ouais. Est-ce que tu as encore autre chose? Oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est de poser. Je pense que dans le cas, il y a énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'on est trois. Donc Comment on je procède propose. Ouais, Un peu sinon, d'ordre. après, on ne pourra pas. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que chacun ouvre sa boîte. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce Toi, que je voulais, t'as ouvert Fabienne, ta boîte. c'est rigoureusement ce que je voulais Parfait. faire. Donc, et précisément, la boîte de Cédric n'est pas encore vide. Non. Encore fermé. Ok, donc de manière concise, etc. Je pense que l'échange commence, c'est passionnant. Les trois angles de vue vont bien se compléter, mais n'épuisons pas tout de suite. Donc du coup, on note bien les points, on les développe un petit peu comme tu le fais, Cédric. On va pas plus loin maintenant, ce sera à Fabienne après. Ok, alors vas-y, encore à toi, Cédric. Ça marche. Non, moi, ce serait juste pour compléter par rapport à ça. Tu vois, par exemple, dans ton article, tu mets les jeux virtuels, enfin, virtual reality games and non-virtual reality games and online. Moi, je mettrais pas ça, tu vois. Enfin, justement, pour se débarrasser de ce fictionnalisme, je mettrais les jeux en ligne à part, tu vois, dans une catégorie à part. Justement, ce qui fait, alors, peut-être le réalisme, qui permet de sortir un petit peu du fictionnalisme, c'est justement qu'il y ait cette horloge, ce monde persistant, le fait de rencontrer d'autres personnes et qui échappe totalement à toute, alors je dirais pas à toute loi, tu vois, des développeurs, mais c'est-à-dire qu'il échappe à ce scénario, à ce cadre dans lequel évolue le joueur, tu vois. Le fait de discuter avec quelqu'un d'autre, ça peut pas être une fiction, ça peut pas être un récit, tu vois, ça existe, c'est réel. Je parle, on est à deux endroits physiques et en même temps à deux endroits, enfin un endroit virtuel, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je me mettrais les jeux en ligne encore à part, tu vois. Mais alors, Et qui serait donc pas réductible au fictionnalisme. on est totalement d'accord. Alors moi, j'ai fait les défenses entre l'environnement réalité virtuelle et le monde virtuel. J'ai fait ces défenses parce que j'ai voulu écrire un article phénoménologique. Et pour les phénoménologues, cette différence, le rôle de corps, la structure de corps et incarnation, c'est hyper important. Et pour moi, il y a une différence quand même. on peut dire qu'il y a une différence, c'est la différence de le rôle de corps et des perspectives force personnelle. Mais ça ne signifie pas que le jeu réalité virtuelle sont plus réels que les jeux virtual world, parce que peut-être parce que le jeu massive multiplayer games, il y a des jeux qui existent depuis longtemps, il y a des structures, des organisations, des relations qui existent depuis longtemps et sont réelles. C'est juste pour expliquer le défense incarnée qui est très importante pour moi et pour expliquer comment ça fonctionne la réalité virtuelle. Et je pense que ça, c'est important. Ok. Ouais. Mais je suis d'accord avec ça. Juste pour finir là-dessus, ou enfin rebondir là-dessus. Pour moi, tu vois, la réalité virtuelle, c'est... Bon, ça s'inscrit bien évidemment dans le format habituel ou traditionnel du jeu vidéo, mais c'est juste une sorte d'immersion forcée. Tu vois, quand on met le casque, on n'a pas d'autre alternative. Il n'y a pas ce choix où justement il faut être amené petit à petit à rentrer dans le jeu et puis après, bon, il y a une immersion totale. Tu vois, c'est dès qu'on a le casque,
on est coupé du monde physique et c'est un truc, on force à rentrer dans ce monde virtuel, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. Puis on a même la nausée des fois, à force de se déplacer, machin, voilà. Et on est coupé de tout repère dans le monde physique. Je m'arrête là. Merci pour ces questions, elles sont hyper intéressantes. Et je suis très contente que la discussion s'est déjà animée et il y a des vraies questions On et sent aussi là, des la salle, elle est chaude là. Merci Cédric. On va maintenant écouter Fabienne. Donc, merci. Tu mets ton micro, voilà, c'est bon. Je pense que ça suffit, là. Ok. Ça devrait suffire. Merci en effet Dakota pour cette présentation très stimulante. Comme c'est dit que la question c'est par quoi commencer. Alors toi tu es rentré sur la qualification précise, de quoi parle-t-on, hein. Qu'est-ce que c'est que ces expériences, hein. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est difficile de généraliser relatif à une variété aujourd'hui de dispositifs, hein. Donc il y a des dispositifs plus ou moins immersifs, dans lesquels il y a de la réalité augmentée, des fois il y a le casque, il y a d'autres expériences de simulacre sensoriel, donc c'est un peu compliqué d'avoir un propos générique, étant donné qu'il y a une variété de propositions, et entre autres en effet ces variétés de propositions, en fonction qu'elles s'inscrivent ou pas dans des narrations plus ou moins complexes, ça dépend de quelle situation, est-ce que c'est du jeu, au niveau du travail. Donc bon, moi je vais pas aller sur ce terrain-là. Et moi j'ai lu ton travail à partir de mes réflexions à moi. Donc moi ce qui m'intéresse dans toutes ces potentiels expérientiels, c'est qu'ils déconstruisent quelque part nos concepts hérités. Nos concepts hérités, les concepts antérieurs. Ah oui. Donc c'est finalement quoi ces expériences-là confirment ou pas des paradigmes qui ont été plutôt laissés de côté, et en quoi ça réaffirme un certain nombre d'éléments qui relèvent de qu'est-ce que c'est que l'expérience, qu'est-ce que c'est que la perception, qu'est-ce que c'est que l'action, hein, au sein d'une expérience complexe, hein, et qu'est-ce que c'est que la subjectivité, hein, et quel est le rôle de l'incarnation dans l'expérientiel. Et je vais plutôt te questionner par rapport à ça, parce que finalement ce qui m'étonne un petit peu, c'est que tu gardes le concept de corps. Moi je dis que je suis chercheuse sur le corps parce que dans la vulgate intellectuelle, comme les gens comprennent la plupart du temps peu de choses à ce domaine, dire qu'on travaille sur le corps, au moins ça simplifie. Mais finalement, je suis étonnée que tu gardes encore ce concept-là, parce que dans la littérature anglo-saxonne, ce concept a explosé, hein. Et du coup les travaux sur la somaesthesics, tu sais, philosophie, somaesthesics, hein, tous les travaux de Richard, alors je m'excuse pour la prononciation, hein, Susterman, Body Consciousness, Philosophy of Mindfulness and Somaesthesics. Je ne sais pas si tu connais ces travaux-là, parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils partent du principe. Moi, je pense qu'en fait, faut arrêter. Tout est expérience. Quand on lit un livre assis dans un canapé pendant 3 heures, est-ce qu'on dit que c'est une fausse expérience parce que le corps il est immobile? Donc on explose totalement, tout est expérientiel. Il n'y a pas de virtuel, de réel. Enfin, moi, je trouve que ça correspond à plus rien. Quand on joue pendant 3 heures aux jeux vidéo, si on dit à quelqu'un bah, pendant 3 heures, tu n'as pas eu une expérience, il ne s'est rien passé, c'était une expérience aussi forte que d'aller dans la forêt ou de lire un bouquin. Et donc, du coup, déjà, toute cette... parce que c'est vrai qu'enfermé encore une fois dans le corps, on retombe dans le paradigme corps-esprit, hein, alors que cette philosophie, elle parle de expérience somaesthésique, c'est-à-dire en disant dès le départ qu'il y a une expérience complexe, plurisensorielle, et il va se jouer des jeux de syncrétisme et de synesthésie, ça c'est super important, parce qu'on sait très bien en effet qu'au niveau sensoriel, les yeux, la main et le toucher ont un rôle important. Et donc du coup, parce que quand tu parles de l'expérience de la canne et de l'aveugle, ce qui est intéressant en effet, au niveau philosophique, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces courants-là, ils disent qu'on a une capacité à encapsuler les objets en nous. C'est-à-dire la canne, il est aveugle, mais c'est une partie de lui-même, et via le tactile et la sensorimotricité du rapport à l'objet, ça devient une partie, un prolongement de son corps. Donc du coup, en fait, est-ce qu'il ne faut pas totalement inverser le paradigme,
comme le fait également, en fait, c'est David Kirsch, sur la cognition incarnée. Donc, son article, c'est Embodied Cognition and the Magical Future of Interaction Design, où ils disent qu'en premier, finalement, c'est des expériences dans lesquelles se situent des interactions complexes entre humains et non-humains. Et nous, on a une capacité, en fait, à encapsuler, comme tu sais, à avaler. On avale les objets. Moi, j'aime bien cette... Tu sais, comme là, dans les... Autrefois, là, comment il s'appelait Pac-Man. Pac-Man, le seul des Pac-Man. Voilà. En fait, l'humain, c'est un Pac-Man. Ma chère, ça ne te rajeunit pas, Voilà. cette référence. Donc, en fait, on a une capacité régulièrement à intégrer les objets et à les mouliner. Digérer. À les digérer via une expérience systématique de syncrétisme. Et c'est vrai que les yeux ont un rôle important dans le syncrétisme sensoriel. Les yeux, la main. C'est pour ça que d'ailleurs, la réalité augmentée, il y a souvent les casques. Mais en même temps, l'intérêt aussi de dire comment on encapsule les objets, ça permet aussi de souligner que même dans une expérience, je pense que tous ceux qui ont fait des expériences de réalité augmentée ou d'immersion, plus on en fait, moins on est surpris, moins on est paniqué. Parce qu'il y a aussi toutes les habitudes motrices. Tu te rappelles le truc classique où on a pour la première fois montré le cinéma à des gens, ils sont paniqués, ils sont sortis de la pièce. Donc je pense qu'il y a une question aussi d'habitude, d'incorporation de ces nouvelles expériences qui proposent des relations objectales nouvelles aussi. Et on les mouline et on va s'habituer aussi à ça. Ce qui fait que plus on vit ces expériences-là, moins on est surprise. Et deuxième élément aussi, plusieurs fois dans ta présentation, au niveau théorique, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, est-ce que c'est par rapport au terme de body? Alors, tu as travaillé justement sur cette question de la peau, de flèche, la chair, tout ça. Moi, rarement, j'ai eu des expériences en fait immersives qui me font oublier totalement mon corps. C'est-à-dire, tu as quand même toujours à un moment donné l'intérieur de ton intestin qui vit quelque chose. Pour être totalement. Alors, tu as dit, c'est dit, des fois, tu es tellement projeté dans l'univers narratif, tu peux oublier provisoirement ton corps. Mais c'est toujours des expériences avec des couches expérientielles. Avec d'ailleurs des couches expérientielles où tu as l'expérience immersion, puis en même temps, tu as tes souvenirs, tu as ton corps réel quand même qui te ramène au réel si tu as envie de pisser, de faire pipi, tout ça. Donc, c'est des couches expérientielles. Et là aussi, on a une capacité de combinaison, en fait, en temps réel. Donc, pour sur cette première question, donc je repose ma question, c'est pourquoi tu n'exposes pas les concepts sur réalité virtuelle, réelle, sur qu'est-ce que c'est que le corps, body, tu vois, qui est exposé par certaines philosophies qui parlent de Soma Embodied Experience. On parle même d'expérience en expliquant que finalement, on est tellement dans un rapport en fait expérientiel au monde que parler de corps, c'est de dire que le premier est en premier le monde, c'est l'environnement. Donc c'est à partir aussi des travaux de la sociologie cognitive, les travaux, tu sais, la cognition incarnée, cognition distribuée et action située, qui est qu'on est d'abord en fait distribué dans le monde. Donc le premier, c'est l'environnement. Le second, c'est une logique de résonance dans un environnement où il y a des multitudes d'objets. Et l'expérience arrive après. Et alors, je ne connais pas suffisamment peut-être, j'ai pas lu tous les ouvrages de Merleau-Ponty, la phénoménologie, mais j'ai l'impression que dans la phénoménologie, ils ont été obsessionnels sur le phénomène sensoriel, qui me semble insuffisant. Mais tu travailleras là-dessus, je suppose. Donc, il y a, tu vois, cette question épistémo et théorique, parce que moi, ce que je trouve intéressant, enfin moi personnellement, dans toute cette réflexion sur l'immersion, ou le soi-disant expérientiel augmenté, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça révèle des éléments de ce qu'est l'expérience qu'on ne peut pas voir autrement. C'est juste, en fait, un moyen de rendre saillants des éléments qui sont invisibles dans la vie ordinaire. Entre autres, les phénomènes de synesthésie, de syncrétisme, comment se recombine en permanence notre rapport au monde des objets. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience, en fait, dans laquelle se joue
un corps qui est encapsulé, qui est encapsulé dans un monde qui préexiste. Hein, l'environnement est premier pour moi et l'expérience corporelle est seconde. Donc, tu vois, c'est pas au niveau épistémo la même comment dire, vision du monde, hein, dans le rapport nature-culture, quoi, tu vois. Et voire même l'esprit en dernier, tu vois, c'est pas vraiment le dernier, hein, la conscience de soi. Donc, tu vois, sur la question théorique, la question épistémo. Et puis après, bon, en effet, voilà. Donc, mais voilà, donc tu connaissais ces courants philosophiques? Alors, je n'ai jamais lu Richard D'accord. Ouais, Schusterman. exactement. Puis un autre travail que j'aime beaucoup, j'adore ça, parce c'est Nancy Smith, elle parle de cohabitation. C'est-à-dire, on est dans des logiques de cohabitation en termes d'expérience hybride. Tu vois, on cohabite. J'aime bien cette expression, en fait. Tu vois, l'article, c'est Designing for Cohabitation, Natural Culture Hybrids, et avec l'idée qu'il faut se décentrer d'une approche humain-centrée. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la phénoménologie a quand même pris comme point de focal premier une sorte comment dire, je ne sais pas comment dire, c'est pas égocentré, hein, alors que j'ai l'impression que même l'expérience corporelle, elle est seconde, en fait. C'est déjà une résultante. Connecté avec... Mais même, on ne sait même pas, la notion de réplication, de résonance et de rebondissement ou de répétition, c'est te dire que déjà, nous, on est dans une réaction. Tu vois, l'expérience corporelle, elle est déjà réactive, en fait. Elle n'est pas première, en fait. Hein, elle est inductive et inactive. Hein, donc, tu retournes totalement le gant. Hein, C'est presque une philosophie, il y a une philosophe en fait, de résonance. C'est une autre expérience de nature où il y a une... Exactement. Tu vois, je dirais, l'environnement est premier, dans lequel il y a des objets. L'expérience est seconde. La résonance est troisième. La sensation plurisensorielle est quatrième. Le syncrétisme est cinquième. À un moment donné, dans le syncrétisme, tu as une surdétermination cognitive de l'œil et de la main, mais c'est purement culturel, parce qu'on nous a construit avec le fait qu'à un moment donné, on a trop confiance dans les yeux. C'est pour ça que c'est autant perturbant, parce que comme les gens, en fait, leur perception, elle est que par les yeux, tu supprimes leurs yeux, ils sont complètement largués. Mais bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au contraire, ça permet de révéler que l'œil est en particulier celui qui est plus facilement trompable. Hein. Donc, tu vois, moi, je trouve qu'au niveau théorique, épistémo, on peut, grâce à ces univers-là, ça renverse totalement nos paradigmes épistémaux. Quoi. Donc, voilà, Bon, moi, ce que je peux, je m'arrête là. je vais enchaîner parce que Ouais, ok. en fait, c'est des questions. Ouais, Mais elle peut répondre quand même. non, parce que non, bon, sinon d'accord. je pourrais pas parce que vous avez déjà dit une partie. Ok, bah, vas-y. Autant que je me taise alors. Non, pas du Non, tout. mais bon, parce Vas-y. on s'est pas concerté en fait, et on avait bien préparé en ce sens qu'on a lu ton article et moi, je te l'ai dit oralement pour te préparer aussi. Je voudrais simplement revenir, creuser un point philosophique qui intrinsèquement est important, et il a aussi important lui-même intrinsèquement, mais il l'est aussi par rapport à l'histoire de la philosophie qui a un rôle quand même majeur dans la capacité de l'humain à comprendre ce qu'il fait. Le point, c'est celui de la relation entre les artifices, le corps et le monde. Alors, tu privilégies la pensée de Merleau-Ponty. Donc, je rappellerai que Merleau-Ponty, pour ceux qui ont fait moins de philosophie que certains et certaines autres, c'est quelqu'un qui est un des héritiers de Husserl, lequel donc s'est intéressé à l'interaction entre le sujet pensant, sentant, percevant et son environnement. Cet héritage-là, il est lui-même conditionné par, je vous rappelle, la filiation husserlienne qui est la filiation idéaliste. Kant et avant cela Descartes. L'expérience de l'aveugle et de son bâton est une expérience cartésienne. En fait, tous ces gens, finalement, ont réfléchi à la manière dont se construit l'expérience dans la perception, et en cela que ce qui semblait donné pour une conscience autrefois, on s'aperçoit progressivement, notamment grâce aux critiques de l'empirisme, que c'est construit. Alors, c'est construit pour cette tradition de pensée autour, mais ça va sembler agressif ce que je veux dire, d'une représentation de la nature. Autour d'une représentation de la nature. De la naturalité, de la pensée et de la perception. Finalement, cette naturalité, un mot n'a pas été prononcé, ou à peine, c'est celui de l'éthologie.
la construction finalement de la phénoménologie par rapport à l'idéalisme, finalement, évoque un mouvement d'ouverture au monde qui inclut les animaux en tant que sujets percevants, sentants et même pensants. Donc dès 1950, il y avait l'expérience, les réflexions de Buttendijk qui étaient remarquables sur le fait que la tique elle-même, et même avant Uexküll, la tique, elle a un monde, hein, cet animal quand même qui nous semble dérisoire, a un monde au sens du Welt, des Allemands ou du World, des anglo-saxons, voilà, donc comme l'humain. Alors c'est intéressant, vous allez voir où je vais en venir, c'est qu'à partir de là, Merleau-Ponty est un héritier qui garde la nouveauté, le renouvellement husserlien, la fraîcheur et même la naïveté de son maître. J'ai le même grief à l'égard de quelqu'un que je vénère, qui est Hannah Arendt, et que je connais beaucoup mieux pourtant que Merleau-Ponty. Mais la même limite, quand on se lance dans une phénoménologie de la perception, ce que j'ai commencé avec mon premier café, c'est de rouvrir mes lectures de jeunesse. On s'aperçoit que la notion du corps propre est surdéterminée. 1945, le corps propre est surdéterminé. 1945, dans une tradition phénoménologique non pas naissante, mais enfin quand même pas encore aussi actuelle qu'aujourd'hui, avec l'idée que bon, Sartre n'est pas allé assez loin, Sartre est resté à une philosophie de la conscience, le sujet c'est le corps propre. Et on arrive à l'idée, donc dans la deuxième partie, quand on ouvre au monde perçu, chapitre 1, le sentir, on a ce genre de formules, que tu évoquais des formules très fortes, page 272 de la version française, mon corps est la texture même, hein, texture commune de tous les objets. Mon corps est la texture commune de tous les objets. Alors, évidemment, ça induit l'idée que c'est une nouvelle version de l'homme et la mesure de toute chose, hein, anthropon, métron, c'est le corps, soma, qui est la mesure de la perception, le corps propre. Et tout ça évoque, en fait, avant cela, il y a eu une médiation que je n'ai pas évoquée, tu l'as toi-même rappelé, le Zu-handen-heit heideggerien, l'être sous la main. Alors, c'est-à-dire quand même une coupure entre le sujet et l'objet. Cette philosophie du sujet, qui pourtant met le corps et l'activité au centre du sens humain, de l'expérience humaine, finalement, fait de l'objet ce qui est disponible sous Handenheit. Donc Heidegger a été remarquable là-dessus, ce qu'on traduit en français par l'ustensilité. L'ustensilité, c'est ce qui prédétermine, c'est la structure d'être ou d'exister qui prédétermine le fait d'avoir finalement un rapport objectal au monde. Alors, du coup, tu l'as bien dit, avec les outils contemporains, ça permet de penser la présence et la réalité. Bon, est-ce que ça pense plus est-ce que ça modélise la présence et la réalité autrement qu'une hache ou qu'une pioche? Je ne suis pas sûr. Pour avoir pioché récemment, je ne suis pas sûr. Il y a de la présence et de la réalité dans le piocher, le fait d'utiliser l'outil pour… Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, Fabienne, les modalités du corps qui sont requises, c'est le regard, le toucher, la prise en main. Alors, c'est intéressant parce que moi, je ne suis pas certain que Merleau-Ponty soit, pour le dire franchement, aussi capable de tel prodige que tu dis. Parce qu'il me semble que, comme Hannah Arendt, ces gens ont finalement manqué de fait de leur critique de la science et de la technologie. Ils ont manqué la dimension, je reviens plus amont dans mon propos, la dimension structurante de l'artifice, de l'artefact pour une expérience humaine. La perception naturelle est une perception corpo-centrée à partir d'une représentation du monde où il y a de l'objet extérieur à l'humain. Je ne suis pas du tout certain que la technique ait jamais été extérieure à l'humain. C'est-à-dire, dès Aristote, il dit, ben voilà, le prolongement du corps, c'est l'outil, quand il est bien fait en tout cas. Donc, il me semble qu'il y a un fossé entre la phénoménologie et la post-phénoménologie. À tel point, j'en prends témoin les philosophes ici, que les philosophes ne se reconnaissent pas dans la post-phénoménologie, souvent. Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail, à mon avis, où il faut aller plus loin. Souvent, j'ai entendu des phénoménologues dire « mais non, la post-phénoménologie est moins puissante ». Mais ce n'est pas qu'elle est moins puissante, c'est qu'il faut en finir, je crois, avec la structure supposée spontanée du corps et vivre l'expérimenter de manière sans doute plus dynamique encore que le font ces auteurs canoniques et importants, hein, je crois. Voilà. Quand on parle de vraie expérience, je pense qu'il faut abdiquer le fait que l'humain est le centre de la vraie expérience. Alors, c'est compliqué parce que du coup, excusez-moi, mais je vais faire mon philosophe éthique et politique, c'est quand même mon travail dans la chair. Alors, pour quelle expérience, du point de vue de sa valeur pour une vie sensée, pour une vie bonne et digne? Du point de vue d'une éthique, finalement, ce que je viens de dire n'est-il pas effrayant? À savoir l'absence de limite. L'absence de limite
assez effrayante, hein, vous voyez, abyssale, qui fait que l'expérimenté est devant nous. Il l'a toujours été, hein, il l'a toujours été. Les limites, finalement, qu'on doit donner, peuvent pas concerner, le fait que il y a c'est pas vrai, c'est moins réel, c'est pas vrai. C'est tout aussi vrai et réel qu'une activité réelle. C'est ce que nous montrent toutes les expériences dont vous parlez. Le seul problème donc du coup, c'est, les dangers en termes d'addiction, les dangers en termes de, manipulation, la manière dont, les objets, comme dit, Peter Paul Verbeek, hein, qui est l'héritier lui-même de Don Heidi que tu mentionnais, il y a une sorte de, d'action invisible des objets, hein. Je pensais aussi à un livre que je suis en train d'achever de recenser, très récent, le livre de Pierre Cassou-Noguès, qui s'appelle «La bienveillance des machines, comment le numérique nous transforme à notre insu». Livre dont je vous parlerai, qui est un livre de fiction, qui intègre des fictions pour qu'on essaie de se représenter aujourd'hui l'expérimenté technologique au-delà des structures héritées. Donc, un livre réellement post-phénoménologique. Et alors, donc c'est intéressant, c'est pas une critique, hein, c'est juste que il me semble qu'il y a dans la tradition de pensée que tu mobilises des effets importants pour ce que tu veux penser, mais aussi certaines limites qui tiennent après à comme l'ont dit mes collègues, hein, à la qualification de l'expérimenté. Alors, que cela soit inquiétant, parce qu'on ne perçoit pas ni les limites exactes qu'on doit assigner en responsabilité à ces expériences, ni même les finalités qu'on doit leur conférer. Hein. Moi je serais curieux d'entendre ce que va dire la prochaine conférence, c'est intervention vous vous souvenez, c'est le 21 mars, Dominique Christian, qui est un anthropologue, philosophe spécialiste de l'addiction et qui viendra parler du métavers, qui est la suite finalement de ta réflexion. Hein. On a une sorte les deux discussions vont se répondre, hein, je crois, les deux interventions. Voilà, c'est juste une réaction. Merci, Fabienne et Thierry pour cette, discussion dynamique. Je vais pas mentir avec, Fabienne et Thierry, j'ai écrit, 2 pages de notes. Mais je vais dire une chose. Alors avec cet article, j'ai eu une idée qui était en fait super étroite, very narrow. En fait, pour moi, un peu pour éviter, je pense c'est un vrai problème de vraiment dire alors il y a que dans le monde philosophique, au moins il y a ça peut être un problème de dire, il y a qu'une théorie qui explique tout et je vais utiliser cette théorie et c'est le seul qui explique, et qui marche. Et avec la phénoménologie, c'était pas mon idée de dire, c'est la seule façon d'expliquer un phénoménon, mais j'ai voulu expliquer un phénoménon. Alors, Fabienne, vous avez dit, plusieurs choses qui étaient hyper intéressantes. La première, je veux aborder, vous avez parlé de différentes expériences. Pourquoi dire, pourquoi faire Virtuel, oui, réel. oui, exactement. Pourquoi faire cette ligne? De continuer à garder Ouais, le terme réalité, virtuelle, réalité, oh, ok, ça marche. Pourquoi tu gardes ces concepts-là? Oui, Pourquoi tu tiens encore? Et le deuxième, c'était de Thierry a rebondi sur la question de garder le concept de corps comme pertinent, quoi, ouais, par rapport à ce qu'on veut démontrer, quoi. Quoi, ou comprendre, quoi. ouais. Ouais. Merci, Parce quand... c'était une résumé parfait de la question. Merci beaucoup, ça est toujours des parfait. Alors, d'abord, j'ai voulu expliquer quelque chose dans le monde de phénoménologie parce que j'ai fait ma thèse sur une perspective phénoménologue et j'ai pensé que c'était une méthode pour parler de technologie qui est intéressante et qui est utile. Et en fait, j'ai lu la littérature qui existe à propos de la virtualité. Et en fait, je n'ai pas parlé beaucoup parce que on a que les 2 heures, mais dans le monde des littératures phénoménologues à propos de la réalité virtuelle, en fait, il y a souvent des critiques à propos
les expériences virtuelles. Et en fait, j'ai voulu d'abord expliquer l'expérience de réalité virtuelle, expliquer comment on peut avoir une perspective qui n'était pas négative, qui était neutre. Pour expliquer, alors on utilise le corps pour structurer cette expérience. C'est ça le rôle du corps. Mais en fait, les choses que vous avez dit, c'est un peu les choses qui dit Viviane Sobchak. J'ai utilisé, j'ai parlé d'elle quand j'ai dit, elle parle il y a des autres formes de distraction, de films par exemple. Et c'était elle qui a dit, en fait, un peu comme vous, quand on regarde un film, c'est les yeux et les aspects visuels et auditifs, on avale ça. Et en fait, c'est le corps qui, c'est une moment de perception où on est là, on est là dans le film. Et en fait, pour moi, même si je ne veux pas faire une ligne entre le virtuel et le réel, parce que je pense que ça, c'est une sujet différent. Et c'était pas mon idée. C'était plutôt pour expliquer quand même pour moi, je pense, il y a quand même une différence phénoménologique entre l'expérience du livre et une environnement réalité virtuelle. Et c'est pas la différence, c'est pas virtuel au fictionnel, au réel. La différence, c'est quoi le rôle du corps dans cette expérience. Et je pense c'était ça l'idée de l'article. Mais vous avez demandé, et Terry aussi, pourquoi garder le corps? Pourquoi, et aussi, vous avez parlé de le problème, peut-être un problème qui existe dans la phénoménologie qui est limité avec leur notion de monde. Quand même, je pense les post-phénoménologie, par exemple, même s'ils ont une rôle différent pour la technologie, par exemple, ils se disent qu'on a une co-constitution avec objet, avec technologie, ils utilisent plutôt le mot technologie, on a une constitution de monde qui existe entre l'humain et les objets. Et je vais dire rapidement, Fabienne, je pense, je serais contente de voir les articles et les livres que vous avez conseillés. Et en plus, je pense qu'il y a une philosophe, vous pouvez aimer bien, il s'appelle Ingold et il parle de nature. Ah, Oui, Tim Ingold. oui. Il est venu ici déjà. Ah, Oui. vraiment? Ah, mais j'adore Ouais. ça Et travail. Honoris Causa de Tony Levin. Mais quand vous avez parlé de raisonnement, je parlais directement à correspondance. L'idée, c'est quoi l'arbre et pas l'arbre? Entre racines, insectes, entre feuilles et Oui. oiseaux. Alors, juste, en effet, je pense que Dakota, c'est un peu de la provocation. Ouais. Parce qu'on a eu le même débat à Dijon en juin sur finalement, est-ce que toutes les expériences se valent à un moment donné, ou est-ce qu'il y a des expériences quand même qui ne sont pas exactement les mêmes? Et on a parlé justement de cette les différentes expériences entre à un moment donné, si je tape sur le micro, la résonance va quand même être assez limitée. Hein. Si j'embrasse mon fils ou ma fille, la résonance va pas être exactement la même. C'est-à-dire, il se joue de l'échoïsation corporelle via une relation éthologique qui est vraiment spécifique dans le rapport mammifère corporel, la corporéité de l'être au monde en relation avec du vivant, que ce soit du vivant minéral, animal ou du vivant humain. Il y a une intercorporéité, un retour du vivant au vivant qui crée une consistance de l'être particulière. Donc après, on en débattra, je pense, avec Dominique Christian la semaine prochaine sur la dictologie, parce que je bosse avec des psychiatres qui parlent à un moment donné de la dépression et de la perte de consistance existentielle, en fait. Parce qu'en effet, toutes les expériences intercorporelles dans des environnements complexes entre humains et non humains, ce ne sont pas toutes les mêmes expériences. Hein. Donc quand tu dis, si on reste 10 jours par jour, 10 heures par jour, ou 20 heures sur 24 derrière un écran, qu'est-ce qui se passe pour la conscience du sujet? Voilà, donc, mais je pense que ce sera peut-être la semaine prochaine qu'on parlera de ça. Ouais.
C'est hyper important de parler à propos quelques limites, par exemple. C'est vrai que dans la phénoménologie classique, ils n'ont pas parlé de tous les vivants. Merleau-Ponty et Heidegger en plus, ils ont tous les deux étudié le Umwelt devant le monde éthique. Oui, Axel, et ils étaient tous les deux inspirés par sa travail, mais quand même Heidegger, elle a dit que le monde des animaux est des pauvres. Et Merleau-Ponty, il a parlé un peu de les relations qu'on a avec une chien, mais il n'a pas vraiment apprécié, et Levinas non plus, le rôle de le vivant dans notre expérience. Mais je pense que les post-phénoménologie non plus. En fait, les post-phénoménologie, ils parlent de technologie, pas le vivant. Et alors, il y a des limites, mais les seules choses que je pense est importante, juste pour la recherche sur la réalité virtuelle, je pense quand même c'est important de définir que le corps, c'est les structures de l'expérience. Parce que et ça change notre relation avec l'expérience. Parce que sans la notion de corps, on ne peut pas expliquer pourquoi on a l'expérience que l'histoire, c'est notre histoire. Et je pense que ça, c'est différent quand même. Parce que c'est vrai que le premier film, les gens, ils étaient terrifiés. Et peut-être, si on fait une expérience virtuelle, réalité virtuelle tout le temps, on va avoir une expérience, oh oui, je peux faire ça, va je peux s'habituer. battre, c'est naturel. Mais quand même, quand je suis en train de lire un livre, je pense pas que c'est une fiction. Parfois, j'ai peur. J'ai déjà lu des histoires ou des science-fiction où après, j'étais un peu, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas aller dehors, j'ai peur. Et je pense que ça, c'est un peu le même que jouer une expérience réalité virtuelle où il y a quelque chose qui me rend, oh là là, je panique, j'ai quelqu'un là, une montre, j'ai peur. Peut-être cette expérience est différente, mais quand même, le livre, ça reste une expérience où je suis à l'extérieur de l'histoire, même si j'ai des sentiments, c'est pas moi qui vis l'histoire. Et de la réalité virtuelle, c'est moi qui vis l'histoire avec mon corps. C'est mon corps qui fait le transfert de mouvement. Mais peut-être on peut dire, le corps, c'est pas la meilleure façon de parler de cette expérience. Peut-être la meilleure façon, c'est par exemple, Ingold, il parle de mouvement. Peut-être ces mouvements. Moi, je pense mouvement, c'est une bonne façon de dire ça, mais quand même, il y a les notions de le corps qui fait mouvement et perception. Oui, puis il y a la question des différentes sensorialités, c'est-à-dire les mouvements que tu attrapes, les signaux entre auditifs, tactiles, sensorimoteurs, la question de la peau, des fascias. Enfin, tu vois, il y a plein de modalités. On va peut-être avancer. voilà, donc, hein. Mais en fait, c'est le sujet qui est au centre des questions. Je pense maintenant, on parle beaucoup des animaux et des technologies. Et comment comprendre en plus Ouais, ok. On a, alors, oui, tout ça on va maintenant donner la parole aux autres participants. Merci, chers collègues. Je pense qu'on a fait un travail de. Ça va très très loin, et de toute façon, la difficulté, c'est que ce travail vous voyez comment on est dur, quoi. Ce travail de notre cher Dakota, extrêmement audacieux, rigoureux et audacieux, on est en train de lui reprocher d'être limité, de ne pas aller assez loin, voilà. Mais ça, c'est la recherche, bien sûr. Donc, bienvenue au club, enfin, tu as l'habitude quand même. Voilà, donc, je donne la parole maintenant à la salle. Il y a sûrement d'autres choses parmi vous, les collègues qui n'ont pas encore parlé. Tiens, justement, se contient. Peut-être quelque chose de plus simple que toute l'anthologie. Merci Dakota pour ta présentation, c'était très clair, j'ai beaucoup apprécié. Alors, moi, ça m'a ramené à une discussion qui m'a beaucoup marqué quand j'étais au collège, quand j'étais petit. J'avais un copain qui me disait, dans le futur, tu vas voir, on pourra se brancher à des machines qui nous procureront nos besoins vitaux, des nutriments, de l'eau, et puis on pourra avoir des lunettes, et puis on sera dans le monde comme on veut, on pourra faire ce qu'on veut, on aura toutes les possibilités qu'on voudra. Ça va être super. Et moi, je me disais, ah, mais est-ce que c'est vraiment super? Enfin, au final, est-ce qu'on ne perd pas le sel de la vie si on n'a pas quelques difficultés, quoi? Si
si on n'a pas quelques contraintes, quoi. Parce que si c'est aussi facile de voler, de nager, de découvrir tout le monde, est-ce que ça a encore un intérêt parce que ça devient facile? Et j'ai l'impression donc que en fait, dans la vie, on a des contraintes, c'est ce qui fait aussi le sel de passer outre, quoi, de réussir des choses, et que dans la réalité virtuelle, il peut y avoir aussi des contraintes, donc des contraintes qui soient scénaristiques, des contraintes simplement de l'univers, du développement, comme dont parlait Cédric tout à l'heure. Et je me demandais si tu t'étais posé, toi, la question de ces différences en termes de contraintes entre le monde réel et le monde virtuel. Alors, bon, c'est effectivement la dichotomie réel-virtuel, pas forcément, mais au moins entre cette réalité virtuelle et la réalité dans laquelle nous on est. Est-ce qu'on pouvait caractériser les différences en termes de contraintes? Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Oui. Voilà. Merci. Oui, merci pour cette question. Je pense que c'est importante. J'ai abordé cette question un peu à la fin, avec les limites de réalité virtuelle. Je pense ton copain, il parle d'une hypothèse qui est vraiment intéressante, et qui existe partout. Les gens qui parlent de cette machine qui va nous nourrir et donner des expériences, mais qui n'existe pas et probablement n'existe pas vraiment jamais. Mais la question que tu as dit, c'est si facile, c'est assez grande. C'est quoi la signification d'une vraie vie? Et c'est quoi la signification des constraints dans les vraies vies? Alors, j'ai abordé la philosophie et les sciences politiques de Nozick, Robert Nozick, qui parle de meaning machines et pourquoi on veut vivre les vraies vies et pas juste être dans les machines comme ça. Et lui, il a parlé plutôt de résultats. Alors, on va devenir quelque chose, on va réussir à avoir ce résultat. Mais en fait, les choses que tu dis, c'est parfois on ne réussit pas, parfois on ne peut pas devenir une personne, parfois on a un problème, on est énervé, on est en colère, ou on est triste parce qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et je pense ça, c'est une vraie partie de la vie qui est hyper intéressante. C'est possible que ça existe dans les réalités virtuelles aussi. Par exemple, il y a des moments, par exemple, quand ton avatar est tué, il y a des gens qui sont super en colère ou tristes dans ce moment de perte. Mais c'est pas du tout les mêmes choses de mourir dans la vraie vie, bien sûr. Mais peut-être il y a des niveaux de succès dans le monde de réalité virtuelle ou dans le monde monde virtuel qui existe, des possibilités, des objectifs qui existent avec des vraies contraintes, mais ils sont différentes quand même. Et ça, c'est ça que Nozick a dit. Finalement, on aime bien avoir une vie et vivre notre vie, verbe actif, vivre notre vie, même avec les risques, les conséquences, les problèmes, parce que ça devient plus intéressant. Mais je sais pas si vraiment je serais très contente ou vraiment intéressée par des réalités virtuelles qui est assez avancées, de donner plus de possibilités. Pour nous, je suis curieuse si les gens, ils ont commencé de vivre, ils ont passé plus de temps dans des expériences virtuelles. Je sais pas, mais par exemple, une chose qui est hyper intéressante, je sais pas si OK. J'étais pas sûre si j'ai allumé mon micro. Je sais pas si c'est vraiment appropriate pour une discussion académique, mais une vraie développement pour la réalité virtuelle, c'est sexuel. En fait, ils veulent utiliser ça pour des expériences sexuelles dans le futur. Et c'est clair que ça va être très populaire parce que avec les technologies, on utilise ça pour manger et pour avoir des relations avec les autres gens, principalement, et pour acheter des choses. Ouais, C'est vrai que bon, vivement s'en débarrasser. C'est ça une chose intéressante. J'imagine quand même les gens, ils vont dire que si je peux choisir
quand même, c'est des vraies vies où on peut avoir des relations réelles avec des gens. Mais quand même, j'ai l'impression que parfois, les gens, ils vont choisir s'ils peuvent payer pour avoir une expérience avec une célébrité qui tu as peut-être quelqu'un qui fait de pornographie, ils vont vendre leur image pour être utilisée. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont payer pour ça? C'est sûr. Et est-ce qu'ils vont avoir des gens qui sont contentes? Il n'y a pas le même constat? Oui. Alors, c'est bizarre parce que je ne sais pas comment, je ne peux pas parfaitement répondre à ton question parce qu'il y a des façons différentes à voir ça. Et il y a des gens qui vont être hyper contentes et ils n'ont pas besoin de demander pour, pour une célébrité. Oui. Ouais, moi aussi j'ai plein de choses à dire, mais donc ça donne plein d'idées en effet. Nicolas? Ça résonne, ça résonne. Non, bah, moi, Du coup, sur la définition de la réalité virtuelle, il y a le côté visuel qui vient, donc qu'on voit partout, même dans mes recherches, je l'ai vu à chaque fois, et je me demande si ça, c'est pas lié plutôt au fait qu'avant tout, la réalité virtuelle, c'est un concept marketing avant d'être un concept philosophique. Du coup, si on prend, tu parlais de la prédominance de la vue, mais on peut prendre les aveugles, juste qu'un casque audio, ça pourrait faire de la réalité virtuelle, et on pourrait mettre de côté le visuel, enfin voilà. Donc il y a vraiment, on parle de réalité virtuelle, on a vraiment en tête l'image du gros casque qui vient et qu'on va poser sur la tête. Donc ça, c'était une première question. Est-ce qu'il y a des choses ou pas que tu as rencontrées sur le concept de réalité virtuelle, mais avec d'autres sens sans la vue, par exemple, centré sur les aveugles ou des choses comme ça? Ça, c'était un premier point que je n'ai pas rencontré, moi, dans ce que j'ai pu lire et qui m'interroge depuis quelques temps. Voilà, réalité virtuelle plutôt comme concept marketing avant d'être un concept philosophique. C'est comme ça que j'aurais envie de l'appeler, mais on peut en discuter. Un deuxième petit point sur pareil, la définition du virtuel, du réel. J'ai vu passer plusieurs fois que le rapport à la réalité virtuelle, on ne serait pas tant dans de la perception, mais que dans de la quasi-perception, de la quasi-illusion, hallucination, ce genre de choses. Donc, voilà, pour parler de la distance, voilà pourquoi on dit virtuel et pas réel. Il y en a qui prétendent, alors je ne suis pas forcément intuitivement, je ne suis pas très convaincu par ça, mais ce ne serait pas de la perception, ce serait une quasi-hallucination. Voilà, on sait que ce n'est pas réel, mais on a le sentiment, le sens très fort que ça l'est. Donc, à voir, pourtant, rapprocher ça de l'hallucination, on peut être très objectif. On a des valeurs de dire, il se passe objectivement ça dans le monde virtuel, il se passe des choses, on le voit, ça a un impact, on peut interagir avec. Donc voilà, si tu as travaillé ou pas un peu avec ces concepts, je ne sais pas, de quasi-perception, de quasi-hallucination, c'est juste que ça m'intéresse. Je ne me suis pas penché dessus particulièrement, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui joue à ce niveau-là. Voilà. Et dernier point, quand tu parlais des outils, après Marion Ponty et de l'exemple de la canne de l'aveugle, tu as été jusqu'à dire que les outils deviennent une extension du mouvement. Je pense que tu peux, je crois que dans la slide, tu ne vas pas au-delà, mais je pense que tu peux aller au-delà en disant même que les outils deviennent une extension du soi, self-extended. Enfin, il y a Richard Hersmith qui a écrit un peu dessus, voilà, avec le fait que notre environnement technologique, c'est dans le paradigme du coup pas tant de la cognition incarnée, mais on va plus loin, cognition étendue ou distribuée, avec le fait que l'environnement est constitutif du soi, quoi. Ça va... Ouais, voilà. Donc, c'est pour rejoindre... voilà. C'était à peu près les 3 points. J'ai essayé de faire vite, concis. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Mais... C'est parfaitement clair. Si ça rebondit, moi, je pensais que ça rebondissait plus sur ce que et puis, pareil, je ne sais pas trop comment le formuler, mais ce serait sur peut-être la place de l'imagination, justement, dans ce genre de sujet, parce que quand tu parlais, par exemple, de la question de quelqu'un qui est malheureux qu'on tue son avatar, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent aussi à tout ce qui était, par exemple, jeu de rôle grandeur nature, où des gens incarnent des personnages, et donc, quelque part, ils sont dans la réalité, c'est-à-dire que s'ils vont vers le mur, ils vont se prendre le mur, ils peuvent manger pendant... Voilà, et en même temps, c'est fictif, c'est-à-dire qu'ils incarnent un personnage, donc... Quel est le statut de la réalité dans ce type d'expérience, par exemple? Enfin, ça n'a pas trop grand-chose à voir avec la réalité virtuelle, mais je me dis peut-être en réfléchissant à ce type de choses-là, ça permettrait peut-être aussi de faire la part des choses, justement, entre, enfin, je ne sais pas, de creuser autrement ces concepts.
C'est voilà, des idées qui me sont venues comme ça en écoutant les questions. Oui, merci pour ces questions sont hyper intéressantes. Imagination en particulier, c'est un peu, il y a une grande littérature sur l'imagination et en fait, j'ai évité ça. Alors, je vais commencer avec la question de Nicolas. Alors, tu as commencé avec une question hyper intéressante de perception de réalité virtuelle pour les gens, par exemple, qui peut-être si ils ne voient pas. Je n'ai jamais lu. Est-ce qu'il existe des expériences réalité virtuelle pour les gens aveugles? Mais j'imagine si c'est intéressant parce que c'est une expérience où the field of action, c'est visuel un peu. Ouais. Sur les oreilles avec les bruits de la vie de Hanoï. Ouais, et après. T'es totalement immergé. Ouais. Quoi. T'as des bruits, Ouais. personnes. Ouais. Ouais. Mais pour avoir les côtés interactifs, il faut avoir les choses qui sont quand même. Tu as besoin peut-être une script, quelque chose. Ouais. Ouais, ouais. 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 Ouais, en plus, tu peux avoir, par exemple, quelqu'un peut expliquer, alors, personne, il arrive là, tu dois prendre ton arme. Oui, je pense que c'est tout à fait possible parce que les caractéristiques, ils ne changent pas. Ça reste interactif. Mais je pense que le vrai problème, ça va être que tu peux avoir quelques trucs haptiques, tu peux avoir une pile de température, pression, des choses comme ça. Mais quand même, les choses qui étaient intéressantes pour RCEP, par exemple, c'était que le porte était usable. Tu peux ouvrir le porte. Mais en fait, comment tu sais que tu vois que le porte, il est ouvert? Et je pense que ça ne va pas le même effet si quelqu'un dit « Ah, le porte, c'est ouvert maintenant ». Sauf si les sensations, ils sont si forts que même si tu es aveugle, tu peux sentir la porte fermée jusque tu ouvres la porte et après tu peux passer. Je sais pas si ça... Pour le moment, le haptique, c'est pas assez fort pour avoir les vraies sensations d'échange. Parce que juste attendre des bruits, je pense, c'est plutôt regarder un film. Mais Tu peux définir ce terme? en fait, on a une expérience sensorielle et polysensorielle. C'est-à-dire qu'en permanence, dans notre rapport au monde, on a des signaux qui viennent de tous les sens. Et systématiquement, pour construire du sens, on fait un travail de syncrétisme sensoriel. On peut pas, sinon il y aurait trop d'informations. C'est pas synesthésie, ça. Oui, mais ça passe par la synesthésie. C'est premièrement, tu as des transferts sensoriels, c'est-à-dire une impression de toucher. Tu vas la combiner avec ta vue. Et à un moment donné, on fait un syncrétisme global pour avoir une perception en fait synthétique du monde. Sinon, c'est trop coûteux. Ça, évidemment, on le fait non consciemment. Ça, c'est en permanence. Et ce que je trouve super intéressant, justement, avec tous ces outils, c'est que ça déconstruit des éléments de l'expérience sensorielle que la plupart du temps sont invisibles, en fait. Et après, ce que je trouve aussi super intéressant, et par rapport à nous, mammifères humains, c'est qu'on a l'illusion que notre univers de perception et de rapport au monde signifiant passe par les yeux. Mais ça, c'est une construction. C'est-à-dire parce que, comme tu l'as dit, le capitalisme, toute la société moderne a développé les artefacts à dominante audiovisuelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans notre rapport au monde, c'est un sens dominant. Après, évidemment, ça pose... Moi, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est super important. C'est sur la question de non seulement la résistance et après la contrainte. C'est-à-dire, tu as le monde, tu as résonance, consistance, résistance. Et en effet, dans la construction psychique, ce qui crée en fait de la consistance, voire même de la subjectivité, c'est ces jeux de résistance et de contrainte. Plus tu as de contraintes,
plus ça te construit en tant que sujet, dans l'altérité. Et c'est vrai que moi, ce qui me semble intéressant sur l'équation d'équilibre psychique, c'est comme déjà comment, tu vois, nous tous, si on est ici, c'est qu'on aime la contrainte. On s'est construit, on a eu du plaisir dans la résistance. Mais peut-être que c'est une construction. Peut-être que finalement, ce désir, ce plaisir de l'absence de résistance et de contrainte, ça va créer un autre soi, en fait, que les consommateurs, évidemment, le marketing aimerait bien qu'on soit tous totalement dépendants du plaisir de l'absence de contrainte et de l'absence de résistance. Mais donc c'est aussi une question politique, du coup éthique presque. Donc parce qu'en effet, moi, mais ça, tu pourras peut-être répondre. J'ai l'impression que l'intersubjectivité, fruit d'une rencontre avec l'altérité humaine et non humaine, dans un environnement, se construit dans l'acceptation d'une nécessaire presque conflictualité. C'est pas simplement de la résistance et de la contrainte. C'est de la guerre éthologique, tu vois, pour que le sujet se construise. Sinon, il se passe rien. Tu te diloues dans le plaisir de l'absence de contrainte, de résistance, dans un monde comme ça où ton augmentation, elle est infinie, quoi. Donc là, au niveau psychiatrique, je pense que tu... Oui, non, mais je pense Voilà. que c'est très important, la petite histoire qu'a raconté Louis. Oui, voilà. Bah Et, oui, et d'autant plus, bon, bah, moi, évidemment, après, ça engage la philosophie de tout un chacun. Moi, je fais de la philosophie politique du fait de la fécondité de l'épreuve, mais aussi de sa difficulté. Sa difficulté fondamentale, au sens où... ouais. Donc, il y a une thèse dans le jury de laquelle j'étais, que j'ai d'ailleurs transmis, j'en ai transmis le texte à Dakota, sur l'altérité des artefacts. Et l'auteur, donc, est un brillant jeune homme qui a fait une thèse en chiffres, a inventé même le terme sociobotique. La sociobotique, moi, j'invite à approfondir cette notion de sociobotique qui concerne la question de l'altérité des artefacts. Il l'a trop centré sur les robots, c'est-à-dire les artefacts anthropocentrés. Et je pense qu'on se bat avec des machines. C'est que le monde qu'évoque ton ami, enfin qu'évoquait cet enfant, n'existe pas. C'est le monde imaginaire d'une satisfaction infantile dont l'envers est la toute-puissance. Et donc, ça, tant mieux. Malheureusement, ça n'existe pas. Voilà, donc du coup, je pense que la résistance des choses n'est pas une mauvaise chose. Et elle est infinie. Tant mieux pour nous. Oui, mais tu vois, derrière la question de philosophie politique ou de modèle de société par rapport à ces augmentations diverses et variées, c'est justement derrière une sorte d'idéal fantasmé, de disparition de la contrainte, en fait, augmentée diverse entre la réalité virtuelle, voire même avec même des augmentateurs chimiques associés. On parlait de sexualité, je disais ce matin sur le fait que le sexe augmenté par la chimie est en train d'exploser, là. Actuellement, il y a plein de produits de synthèse qui augmentent d'une manière démesurée tes émotions et tes sensations. Parce qu'à un moment donné, tout à l'heure, sur la hiérarchie des expériences, c'est quand même compliqué de résister à des expériences qui sont hautement plus pleasure que d'autres, quoi, tu vois. Non, mais, Donc, non, attends, sur ça, là-dessus, moi je parle des philosophes, j'évoquais la posture mentalement d'un néo-ascétisme dans lequel va se jouer une certaine forme de liberté. Un néo-ascétisme qui est le fait de dire dans la moindre petite chose, il y a de la jouissance et de la souffrance possible. Donc, seul quelqu'un qui n'a pas l'estime de lui-même, je reviens à mon concept de la semaine dernière, va demander des augmentateurs de manière déraisonnable. Parce qu'on arrive à la notion de qu'est-ce qui est raisonnable. C'est une question fondamentale pour un humain. Elle l'a toujours été. Qu'est-ce qui est raisonnable? surtout que moi, je pense que réellement, on a une capacité de glouton à absorber, mais ça crée des dépendances de surstimulation. Oui, voilà. Moi, c'est ça qui me semble un peu... Là, moi, je travaille avec des étudiants. En fait, la surstimulation dans des environnements excessivement intenses crée qu'ils n'arrivent plus à percevoir les microcycles du monde réel. C'est-à-dire, en fait, quand on fait des tests sur qu'est-ce que vous avez vécu depuis ce matin, il y a une pauvreté, en fait, de l'expérience du monde réel ordinaire, parce que la science intensive de la sensorialité et de l'émotion stimulée par les appendices est tellement puissante que cette subtilité du monde réel n'est même plus perçue par la conscience, qu'elle s'est habituée à l'hyperstimulation. Donc,
Donc, je pense qu'en effet, quand même, ce que tu disais tout à l'heure, là, cet auteur qui dit que les techniques nous transforment, les technologies, je pense que ces appendices de transformation de nos expériences sensorielles incarnées, en termes de subjectivité, va en effet, on va avoir des conflits interraces entre ceux qui seront nés avec des augmentateurs sensoriels et ceux qui sont de l'ancienne génération. Et on sera plus dans le même monde expérientiel. Moi, je pense vraiment, j'ai l'impression des fois avec les jeunes maintenant, les jeunes étudiants, on n'a pas été, comment dire, engrammés de la même manière par l'environnement. Ce qui fait que leur rapport en fait au monde, ce qui émerge signifiant, on est dans l'interculturalité en fait, vraiment, au sens fort du terme. On a toujours été. Ouais. Mais encore, ouais. Alors c'est le conflit de génération habituel, tu Non, vas me non, dire, voilà, mais non, je pense qu'on a toujours été. Ça a toujours existé, ça. Les derniers mots, Dakota, te reviennent. Légitimement. Alors, le dernier mot, toutes les questions étaient hyper intéressantes aujourd'hui. Je vais rapidement retourner vers le point de Nicolas et Ambre, juste pour dire que pour moi, si on va avoir une réalité virtuelle qui marche avec un sentiment de présence et réalisme pour des gens qui n'ont pas le stimuli visuel, il faut avoir vraiment une amélioration de la sensation active, pas juste auditive. Pour moi, c'est mon avis. Hallucination, je sais pas, je ne sais pas beaucoup à propos de la hallucination. Je sais que j'ai lu qu'un article à propos hallucination et Merleau-Ponty, parce que lui, il était curieux pourquoi les gens, souvent, ils peuvent faire la différence entre hallucination et les vraies vies. Et il peut dire, ça, c'est une hallucination et ça me rend effrayée. C'est pas une bonne expérience parce que j'ai peur, parce que je sais que c'est une hallucination. Et je pense que ça, il y a une question là, pourquoi, par exemple, c'est si important pour nous de définir les différences entre les choses qui sont imagination, hallucination et virtuel et réel, le lien on est en train de dessiner. Et avec imagination, vraiment, je ne suis pas une experte, mais je pense que c'est hyper intéressant de réfléchir à l'idée que la traduction de Husserl, quand elle parle d'imagination, ils utilisent le mot virtuel souvent pour dire il existe un objet, par exemple, si tu es en train d'imaginer une licorne, c'est virtuel. Que l'imagination, c'est quelque chose qui n'est pas réel, mais qui existe dans un espace où il y a deux types de perceptions qui existent à la même fois. Il y a les perceptions physiques dans le monde réel et quelque chose qui existe, qui est virtuel. Mais je sais pas quel mot il a utilisé en allemand. Ouais. Mais merci beaucoup pour votre attention et toutes les questions hyper intéressantes. Merci à toi, c'était vraiment passionnant. Hein, voilà, je pense que ça donne envie d'aller plus loin dans la suite de nos travaux. Hein. On voit bien qu'il pourrait y avoir là l'occasion d'expérimenter même. Hein. Et j'en profite pour vous dire que puisque vous êtes nombreux ici de la chaire, on nous fait la demande d'expérimenter dans les plateformes, grâce aux plateformes de la chaire, de faire de la philosophie appliquée, expérimentale. Alors, Nicolas a commencé avec son expérience sur la réalité virtuelle. Il y a des choses qui peuvent arriver aussi de manière originale. Hein. Moi, j'ai peut-être une expérimentation sur les valeurs implicites de sécurité, de confiance, de fiabilité du système technique. Bon, voilà, donc pour des raisons éthiques et politiques. Donc, n'hésitez pas, je crois que ça donne l'idée qu'on peut faire de la philosophie expérimentale avec notamment cette maison de la création et de l'innovation qui a été faite pour ça, notamment grâce à Fabienne, qui en a été l'âme le principe directeur pendant longtemps. Voilà. Donc, voilà. Bon, je remercie les participants à distance, puis on va s'arrêter là en vous donnant rendez-vous. Donc, la prochaine fois, c'est le 21 mars, la suite des informations sur notre site.